j'avais un doigt levé. Oui, moi je veux bien réagir. Ouais. Parce que je pense qu'il faut s'entendre sur les termes, c'est-à-dire la démocratie directe. Démocratie directe, démocratie représentative. Pour moi, la démocratie directe, elle est liée à différentes périodes historiques, différents mouvements. Je ne remonterai pas à la Grèce, mais à des moments un peu d'ébullition, donc la Commune de Paris, les soviets en Russie, le Makhnovchina en Ukraine de 1918 à 21, la révolution sociale espagnole avec les communes paysannes en Aragon. Et donc, je pense que la démocratie directe, c'est pratiquement l'assemblée permanente. Et pour moi, le référendum, ce n'est pas de la démocratie directe, c'est un outil, on va dire. Et alors, moi, j'ai pas mal travaillé sur ces questions-là. Bon, je suis à l'association Autogestion, donc l'association Autogestion. Autogestion. Pour l'autogestion. Et alors, effectivement, indépendamment donc, des exemples historiques, et je pourrais prendre même d'autres exemples, y compris en France, parce qu'il y a en France, au Moyen-Âge, il y avait des expériences qui avaient des éléments de démocratie directe. Hein. Alors, vous avez dit que vous habitez du côté de Chambéry, pas très loin, il y avait dans le Briançonnais donc les escartons, qui étaient des expériences extrêmement avancées de démocratie directe. Mais dans une bonne partie du sud de la France, il y avait des assemblées annuelles pour délibérer donc, pendant plusieurs jours pour élire les juges et autres. Donc il y a eu effectivement plein d'expériences historiques dont on peut s'inspirer. Parce que je pense qu'effectivement, les escartons, c'est vraiment un exemple intéressant. Alors, sur la question, moi je pense qu'il faut poser la question d'articulation entre la démocratie représentative et la démocratie directe. C'est-à-dire une démocratie représentative, mais qui utilise des outils de démocratie directe, et ce qu'on appelle, moi j'ai été dans une organisation qui s'appelait les Alternatifs, on appelait ça la démocratie active. Pour se distinguer de la démocratie participative, parce qu'on voyait ce que faisaient les municipalités de gauche, qui faisaient de la consultation des citoyens sur certains sujets, mais globalement c'était eux qui décidaient. Et donc il n'y avait pas de réel élément de démocratie directe. Alors, vous avez évoqué le budget participatif à Jaujac, où il y a une toute petite enveloppe. Le budget participatif, c'est quand même assez intéressant. Moi, je me suis beaucoup intéressé, il y a 25 ans, à Porto Alegre, où je suis allé à plusieurs reprises. Et alors, là, c'était intéressant parce que, en fait, c'était une équipe qui était arrivée au pouvoir, donc c'était le Parti des travailleurs, mais le Parti des travailleurs, ça allait des partis centristes au Parti trotskiste. Il se trouve qu'à Porto Alegre, c'était une équipe issue du Parti démocratie socialiste, qui était trotskiste, membre de la 4e internationale, et pour eux, ils avaient été élus. Il ne s'agissait pas simplement de gérer, il s'agissait de pervertir les institutions. Et donc ils ont cherché et ils ont mis en place la démocratie participative avec, alors je ne vais pas développer, hein, ce serait trop long, mais il y avait quand même 60% du budget dans une ville d'1 million d'habitants. Et il y a eu tout un processus. Alors, après, ça a été repris dans des milliers d'exemplaires, enfin, dans des milliers de situations à travers le monde, plus ou moins bien. Et en France, il n'y a pas eu d'exemple aussi radical. C'est-à-dire que certaines municipalités, PS, PC, ont mis en place le budget participatif, mais effectivement, se limiter à donner une petite enveloppe, et ce n'était pas un réel budget participatif, parce que tel qu'il avait été pensé donc, à Porto Alegre, c'était la population dans tous les quartiers était vraiment active et définissait ses priorités. Je ne développe pas davantage, mais effectivement, je pense que sur les termes, c'est important, parce que
effectivement, on aspire à une démocratie. Alors, juste un dernier exemple, quand même, il y a aussi, donc j'ai vu qu'il y avait un bouquin de Murray Bookchin, qui est lui, donc effectivement, quelqu'un qui a joué un rôle important dans le Vermont. Alors, le Vermont, c'est l'État des États-Unis dont le sénateur est Bernie Sanders. Mais bon, il n'y est pas pour rien. Enfin, c'est pas lui mais il y a eu des expériences très intéressantes dans certains États des États-Unis, à la base, des expériences très radicales. Et Murray j'arrive jamais, Bookchin, il a inspiré Öcalan, les Kurdes, et donc le confédéralisme démocratique, qu'on retrouve donc aujourd'hui notamment au Rwanda. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui veulent ajouter des choses, des questions? Ouais, moi j'ai une question, parce que vous parlez des contraintes nationales sur les communes, Ouais. mais juridiques, et il y a aussi des contraintes juridiques de l'Europe sur la France. Oui. Et du coup, est-ce que réellement c'est envisageable d'amener une démocratie directe en France si la France reste sous l'autorité et les contraintes juridiques européennes? C'est ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. Alors, tu lire le dossier? Oui, en fait, alors ça nous revient très fréquemment. Parce que en fait, il y a une partie des Français, et puis on va dire une certaine frange des activistes politiques, je pense, je crois que c'est l'UPR de François Asselineau en particulier, Les patriotes, qui défendent effectivement que si on sort pas de l'Union européenne, on ne peut rien faire en fait. Et nous, je pense que c'est faux. C'est-à-dire qu'en fait, les États au sein de l'Union européenne sont souverains. Alors, on est soumis à des contraintes européennes parce qu'on a accepté de s'y soumettre. C'est-à-dire que si à un moment donné, en fait, il y en a un cas qui est très très intéressant, qui est le cas des Irlandais. Enfin, il y en a d'autres, hein, mais les Irlandais, donc en 2005, au moment où nous, on référendum sur constitutionnel, donc il y avait finalement assez peu de pays dans l'Union européenne à l'époque qui avaient fait le choix du référendum. La France en faisait partie. Et en fait, les Irlandais, la particularité de l'Irlande, c'est que dans leur constitution, ils ont le référendum obligatoire. C'est-à-dire que toute modification, parce que du coup, ce référendum portait, la conséquence, c'était de modifier ou non la constitution pour intégrer ce traité. Et donc, eux, ils ne peuvent pas toucher à leur constitution sans référendum. Et donc, eux, en fait, à un moment donné, ils allaient forcément devoir aller se rendre aux urnes sur ce traité, sauf que nous, en 2005, on vote avant eux, et donc on vote non. Donc en fait, ça enraye tout le processus au niveau de l'UE, donc eux n'ont pas l'opportunité de se prononcer. Et donc après, qu'est-ce qui se passe? Après, nos élus, qui étaient plutôt pro-européistes au niveau national, globalement, sont bien embêtés, donc réfléchissent à comment faire en sorte qu'on puisse revenir sur... Enfin voilà, vous connaissez la suite de l'histoire. En 2008, par la voie du Congrès, ils s'assoient sur la décision de 2005. Mais les Irlandais, c'est très intéressant, c'est qu'en 2008, comme la France, du fait qu'elle ait accepté finalement le traité, c'était exactement la même chose, ça renclenche, on va dire, les discussions en Irlande. Eux, ils repassent par référendum, enfin ils repassent, donc ils vont au référendum, parce qu'ils étaient obligés d'y aller, et ils votent non à 55%. Donc là, l'UE très très embêté, les élus irlandais très très embêtés aussi. Et sauf que là, elle est très embêtée, les élus irlandais, parce qu'ils savaient qu'ils n'allaient pas pouvoir faire comme les Français et qu'ils allaient devoir repasser par référendum. Donc là, il y a toutes des négociations qui se sont mises en place entre l'Irlande et l'UE pour aménager un traité qui convienne aux Irlandais, et vraiment aux citoyens irlandais. Et donc un an après, ils sont reconsultés par référendum sur un traité aménagé, avec des conditions d'exception, et la population vote oui à plus de 70%. Et en fait, ce que ça illustre, c'est que quand on a la main sur la Constitution, en fait, on peut vraiment tailler sur mesure nos rapports avec les autres pays, on va dire pour tout ce qui est traité international. Et la Suisse fait ça très très bien, ils ne sont pas dans l'UE,
mais ils adhèrent à tout un tas de traités internationaux. Et en fait, à chaque fois qu'ils ont dû adhérer à un traité international au cours des 30-40 dernières années, d'ailleurs c'est posé régulièrement la question de est-ce que oui ou non, aux citoyens suisses, est-ce que oui ou non vous voulez intégrer l'UE, à chaque fois, ils ont voté par référendum, parce qu'ils ont aussi ce mécanisme de référendum obligatoire. Donc on a vraiment l'UE s'impose. Après, il y a toute une rhétorique aussi, qui est nos représentants nationaux disent que l'UE s'impose à nous, parce que ça les arrange aussi. C'est-à-dire que ça permet de les déresponsabiliser. Mais si à un moment donné, alors ça aurait des implications constitutionnelles, c'est-à-dire que si on voulait, par exemple, je crois que c'est sur le traité du Mercosur, je crois qu'on là on était clairement, on va dire, dans ce rapport où on va dire, les normes européennes s'imposaient à la France, mais les dirigeants français pourraient dire, en fait, effectivement, là, sur ces aspects-là, on se rend compte que ça ne convient plus vraiment, et du coup, on va peut-être reproposer, renégocier avec l'UE, et puis changer notre constitution pour que sur ce point précis, on ne soit plus sous la coupe on va dire, qu'on ne soit plus contraint par l'UE. Donc c'est tout à fait envisageable, on va dire, de se défaire de l'UE sans avoir nécessairement à en sortir en bloc. Mais voilà, en tout cas, nous, en tant que citoyens, il faut les bons outils pour pouvoir faire ça, parce que ce n'est pas nos dirigeants qui le font. Et après, en termes de priorité, en fait, bon, après ça, c'est des positions, on va dire, personnelles, mais avoir d'abord la main sur la Constitution permet, par exemple, ensuite de déclencher un référendum pour décider si on sort ou non de l'UE, l'inverse n'étant pas le cas. C'est-à-dire que si on sort de l'UE, derrière, on n'a pas plus de droits politiques en tant que citoyen, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas mettre au vote d'autres sujets, quoi. Donc pour moi, c'est vrai qu'on obtient plus de choses en essayant d'avoir d'abord ce nouveau droit politique plutôt que de sortir de l'UE, quelle que soit notre position sur le sujet, quoi. Puis il y a le problème du retour en arrière possible, c'est-à-dire que quand bien même on aurait des dirigeants politiques qui nous extrairaient de l'UE, rien ne garantit que dans 5 ans, 10 ans, on n'ait pas de nouveaux dirigeants politiques qui nous remettent à nouveau dans l'UE. Et ça pose un problème déjà démocratique, parce que comme elle avait posé les suites du référendum de 2005, et ça pose un vrai problème vis-à-vis des autres pays, parce qu'en fait, si on n'est pas stable, des pays qui ne sont pas capables en fait, d'avoir une ligne stable d'un point de vue international, en fait, on perd en crédibilité et du coup en capacité de faire valoir nos positions. Donc ouais, il y a vraiment, stratégiquement, il y a vraiment un gros enjeu, à notre avis, à d'abord prendre la main sur la Constitution avant d'envisager de retailler, on va dire, notre intégration aux différents traités internationaux dans lesquels on est pris. Ça veut dire que les normes européennes possiblement ne contreviendraient pas au fait d'amener en France l'initiative populaire. Non, ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est beaucoup véhiculé, c'est beaucoup dit. En fait, beaucoup le disent, mais en fait, non, pas du tout. Oui. Ce n'est pas du tout un problème. Sur les normes européennes, elles ont été conçues en 2005, avec le fameux traité constitutionnel qu'avait voulu Giscard. Et il avait fait un texte qui était lisible. En fait, il était parti des différents textes qui existaient, des accords commerciaux et tout ça. Et il avait fait un texte qui était lisible. Et par contre, ce qui n'avait pas été dit aux gens, c'est que dedans, des manières de voter, on pouvait aller vers plus d'économie libérale, mais en sens inverse, c'était quasiment impossible. Parce qu'il fallait des majorités qui n'étaient pas les mêmes dans un sens et dans l'autre. Et par contre, sur le plan social, c'était l'inverse. Sur le plan social, c'était extrêmement dur d'aller vers plus de social, mais par contre, alors là, pour en supprimer, c'était possible. Et les gouvernements qui ont fait voter ça savaient bien ce qu'il y avait dedans. Ils sont complètement idiots. Et par contre, ça a été bien caché aux gens. Il y a très peu de gens qui l'ont appris. Et moi, j'ai appris parce que, en fait, à l'époque, j'étais dans des gens qui s'occupaient de la lutte contre la spéculation financière, donc le trading haute fréquence en particulier. Et ils avaient analysé ça. Il y a eu des trucs qui étaient complètement aberrants, quoi. On a fait voter des gens en leur cachant la réalité. Mais comme le texte avait été bien fait, les gens pouvaient s'en rendre compte. Et ça a été assez marrant d'ailleurs, puisque le groupe dans lequel j'étais a fait des tables pour ça. Et les gens au début nous regardaient assez méprisants. Et puis quand on leur montrait, qu'on leur faisait lire le texte,
dont ils entendaient parler comme ça en général, on leur disait, mais vous avez remarqué ici, c'est marqué on peut, c'est pas marqué on doit. Et juridiquement, c'est l'opposé. Quand on peut, on n'est pas obligé. Quand on doit, on est obligé. Et c'était ça qu'il y avait tout le long dans ces textes-là. Donc, parler à propos de démocratie directe de l'Union européenne, c'est le contraire de ce qui s'y passe. Tout a été fait pour éviter ça. Mais ce n'est pas été fait pour éviter que les gens y votent, tout ça, mais c'est pour qu'ils soient obligés d'aller dans un sens plutôt que dans l'autre. Et toutes les politiques économiques en Europe sont dirigées par ça. Quand vous entendez, il n'y a pas d'autres moyens, etc., c'est faux. Il y a toujours plein de choix possibles. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres, mais on ne veut surtout pas vous en parler. On vous dit, il y a plein d'autres moyens, point final. Alors, pour revenir à ce qui est le truc aujourd'hui, moi, je trouve que ce que vous avez dit à propos des textes qui permettent aux Suisses de décider, j'avais une autre version, alors je ne sais pas si je suis meilleur que vous, mais moi la version que j'avais, c'était qu'ils ont dans leur constitution, effectivement, un texte qui leur permet, mais on en a dans notre constitution, sauf qu'il n'y a pas de règle d'application. Pas de règle, on peut faire n'importe quoi, puisque n'importe comment il n'y a pas de sanction. Et toute la constitution française est bâtie sur un système comme ça. Par exemple, les députés, ils n'ont pas le droit de voter normalement après 1h du matin. Ben, ils le font et ils font passer ce qu'ils appellent des cavaliers législatifs. C'est-à-dire, ils font, dans un texte qui n'a aucun rapport, ils font passer un petit amendement à un autre qui change complètement le sens de ce qui était fait avant. Donc, c'est des pratiques qui sont délétères par rapport à la démocratie. Pour revenir aux Suisses, leur système de prendre le pouvoir, les citoyens peuvent prendre le pouvoir sur les députés avec un pourcentage qui est assez faible, puisque vous citiez que c'était de l'ordre inférieur à 5% en général. Ouais. Et donc c'est quelque chose qu'ils ont à leur disposition. Ils ne l'utilisent pas énormément, mais quand ils en ont envie, ils l'utilisent. Et il y a quelques années, il y a eu un vote qui a été fait par les députés, alors qu'ils savaient pertinemment que les gens n'étaient pas d'accord avec ça. Mais ils se sont dit, on a le pouvoir, on le fait. Sauf que ce texte-là permet aux députés soit de faire eux-mêmes une loi, sans passer par les députés, et de la proposer, soit d'annuler une loi qui est passée, mais de l'annuler, quand je dis annuler, c'est vraiment annuler. C'est-à-dire que les députés ne peuvent pas après modifier un petit truc pour la rendre compatible avec ce que voulaient les gens. Non, non. Ils sont obligés de tout reprendre à zéro, de refaire tous les débats à partir de zéro et tout ça. Les Suisses s'en sont emparés sur un texte qui ne leur plaisait pas. Et à la grande surprise des députés, eh ben, le texte a été annulé. Et ça l'a foutu très 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 mal pour eux. Et Le Monde avait publié un article après, disant qu'à la suite de ce truc-là, les députés n'étaient pas prêts de recommencer le coup à 2 fois. Voilà. Donc, on aurait, nous, dans notre Constitution, qui permet aux citoyens de prendre les décisions par référendum, on aurait un texte d'application du même type. C'est pas impossible à faire. Je veux dire, c'est pas un truc qui est complètement en dehors de la réalité. Ça pourrait marcher très bien. Et ça serait très facile à faire. Il y a quelqu'un qui, dans notre démocratie, peut provoquer ce type de changement. Eh ben, c'est le président de la République qui, lui, seul, peut décider qu'un texte passera forcément par référendum et non pas par... C'est ça. Voilà. Et donc, en fait, dans notre démocratie, on a tous les outils, si on voulait, pour le faire appliquer. Alors, pourquoi ça n'existe pas? Mais parce qu'il y a quand même un gros problème avec les politiques, et vous l'avez cité, et c'est une des choses qui est le plus délétère, c'est que quand les gens prennent le pouvoir, en général, ils ne le prennent pas pour n'importe quoi, ils le font pour appliquer les idées qui les ont amenés à être élus. Sauf qu'ils oublient qu'un élu, il est l'élu d'une circonscription, il n'est pas l'élu des 20% qui l'élisent. Et c'est là où il y a des choses qui ne vont pas dans notre démocratie. Mais on ne va pas parler de ça, on va parler plutôt... C'est pour vous dire simplement que, en fait, ce qui vous semble impossible à obtenir devrait l'être. Si on regarde l'esprit de la Constitution, ça devrait l'être. Et l'esprit de la Constitution, c'est le texte fondateur, et qui fait toujours partie de la Constitution.
et qui est, enfin, c'est un peu différent de chez les Anglais. Donc, c'est le préambule de notre constitution actuelle, qui est en fait la Déclaration des droits de l'homme de 1789, et qui n'a jamais été appliquée, mais bon, et qui dit par exemple des choses. Il y a une prise de parole au fond. Simplement, je vais vous revenir sur un truc que vous avez cité aussi, donc là, le point des politiques. Il y a quand même des gens qui ont étudié d'une manière plus concrète et plus à fond. Je pense à un bouquin qui a été fait par Jacques Testa, que vous connaissez peut-être, oui, et dont j'ai pas le titre exact, mais qui s'appelle, je crois, en gros, Comment les citoyens peuvent décider du bien commun. Dans lequel il a analysé... Parce que sinon... Non, mais je veux dire, c'est important pour défendre un texte. Oui, il a analysé en fait... tous les mécanismes. Je termine là. Il a étudié tous les mécanismes, y compris d'ailleurs la prise, le fait que quand les gens ont réussi à faire voter quelque chose, ça leur donne envie de continuer. Et c'est délétère parce que ça provoque des mécanismes où les gens ne sont plus à l'écoute des autres. Et puis une chose aussi qu'il faut dire absolument, c'est que les décisions qui sont prises n'ont pas la même portée. Quand les décisions sont prises à la Merci. Je termine. Non, mais c'est les décisions à l'Assemblée nationale sont prises pour l'intérêt général de tous. Au niveau communal, c'est pris, et vous l'avez souligné, maintenant avec la manière dont ça fonctionne, ça pris au niveau, en fait, à deux niveaux différents. Bon, c'est pas un sujet à un autre, là. Non, je reviens pas, c'est pas. J'attire votre attention là-dessus, après vous en faites ce que vous voulez, mais j'arrête effectivement. Merci. La question, c'est pourquoi est-ce que vous essayez de modifier la constitution actuelle en introduisant plus de démocratie plutôt que de changer de constitution? Bonne question, c'est la deuxième question qui revient souvent le plus après celle sur l'Europe. Alors effectivement, il y a des gens qui sont pour faire ce qu'on appelait une constituante. Voilà. Alors il y a plein moi je trouve, d'arguments à défendre plutôt justement effectivement modifier quelques aspects. Déjà, il y a plusieurs arguments, mais pour en donner un, en fait, si on fait une constituante, donc l'idée c'est de mettre à plat, et donc les gens qui proposent ça en général c'est de tirer au sort des gens pour que la nouvelle constitution soit définie de manière par des citoyens tirés au sort, etc. Le problème c'est que rien ne garantit derrière avec cette nouvelle constitution qui ressortirait que la décision derrière on ait plus la main sur cette nouvelle constitution en fait. Alors qu'avec le rite constituant, on est sûr derrière que on a tous un nouveau droit politique pour tout le temps, alors qu'avec une constituante, on aurait potentiellement de nouveaux droits politiques selon ce que les citoyens font ressortir, mais il n'y a aucune garantie du tout. Et l'autre élément, toi tu en auras peut-être d'autres à emmener, c'est que en fait, je ne sais plus quelle personne l'a dit là parmi vous, c'est que c'est l'idée de partir finalement d'un petit changement de notre constitution, donc c'est modifier juste quelques lignes de l'article 89 de notre constitution. En termes stratégiques aussi, on a l'impression qu'il y a plus de chances que ça passe, que ça marche, ça ne nécessite que des petits changements. Notre constitution actuelle, elle le permet, et donc c'est quelque chose de moins peut-être audacieux, mais qui a plus de chances d'aller au bout aussi d'un point de vue stratégique. Je ne sais pas si tu avais des choses à rajouter sur ce point. Il y avait eu un sondage, c'était en début 2024, je crois, où c'était plusieurs collectifs nationaux pro-démocrates qui avaient justement posé la question à un panel représentatif de la population. S'ils étaient plus ou moins favorables à différentes options. Il y avait donc l'Assemblée constituante, le référendum d'initiative citoyenne pour modifier la Constitution, il y avait les conventions citoyennes, il y avait 7 ou 8 options. Et de fait, le référendum d'initiative citoyenne pour modifier la Constitution était parmi les options les plus plébiscitées. Elle était devant l'Assemblée constituante. Donc, il y a les éléments qu'a donné Nelly.
Et aussi un autre élément, c'est que le référendum d'initiative citoyenne constituant permettrait à ceux qui aimeraient vraiment tout remettre à plat de proposer une révision complète de la Constitution. Alors que, c'est ce qu'elle a très bien dit, c'est qu'une révision complète de la Constitution n'augure pas qu'on puisse derrière avoir la main dessus. Voilà. Pourquoi stratégiquement on est plutôt sur cette ligne? Oui, je reviens un peu. Alors, je voulais aborder ce qu'a abordé Odile là. Moi, je vois plusieurs. D'abord, un problème sur la démocratie. Quand on parle de démocratie, on ne sait pas de quoi on parle. Parce que, par exemple, on a toujours jugé que la France était un pays démocratique, sauf qu'avec les hommes qui votaient, quoi. Et encore les hommes riches, en fait, etc. Donc, je pense que cette question-là, de qui a le droit de s'exprimer, en tire au sort parmi qui, etc., c'est vraiment pas neutre. Et notamment, la question, vous l'avez soulevée pour certaines expériences, est-ce que c'est les gens qui sont inscrits, alors comme électeurs de nationalité française, ou est-ce que c'est les habitants d'un territoire qui ont le droit de s'exprimer, etc. Ça, c'est des choses absolument fondamentales en termes démocratiques. Et qui ne passent pas par une simple réforme du RIC. Enfin, vous voyez, ça ne passe pas que par le RIC. Ça passe par des réformes globales de la Constitution. Un autre élément, parce que moi j'ai beaucoup participé au mouvement des Gilets jaunes, dans lequel la question du RIC a été longuement débattue sur les ronds-points et dans nos assemblées. Et donc c'est pour ça aussi que les gens connaissent l'histoire du RIC, moins que la mise à plat de la Constitution. Effectivement, mettre à plat la Constitution, ça paraît un gros chantier, et c'est un gros chantier. Mais le RIC, ce n'est pas une solution. Moi, j'avais un petit peu étudié ce qui s'est passé en Suisse. La façon dont ça se passe globalement en Suisse, année après année, et depuis le début, c'est qu'en gros, si vous avez des moyens financiers, vous faites aller les choses dans le sens où vous voulez qu'elles aillent. Donc, ça pose la question de la maîtrise des médias, de comment on organise des campagnes d'information, de débat, etc., en vue d'un référendum, en vue d'une prise de décision. Enfin, donc il faut que les citoyens ils aient aussi les moyens de mener ce débat-là pour pouvoir trancher. Or, aujourd'hui, dans la façon dont fonctionne la France, on voit bien, et de plus en plus, et je ne pense pas qu'on soit les seuls, c'est certains qui ont les mains sur tous les médias. Le débat est relativement verrouillé sur beaucoup de choses. On va dire même que parfois il y a des interdictions de s'exprimer qui peuvent émerger. Voilà. Donc moi je pense, et c'était un petit peu les conclusions sur lesquelles on était arrivé au niveau des Gilets jaunes un peu ici, c'est que c'était un peu insuffisant ce RIC-là. Bien sûr, on en veut du RIC. D'ailleurs, je suis proche j'appartiens même à un mouvement qui le met dans son programme depuis 2017, voire avant, le RIC, constituant, machin, etc. Parfait. Mais on analyse que ce n'est pas suffisant, que ça ne changera pas grand-chose, et ça ne nous permettrait pas de changer la Constitution, parce qu'on n'aura pas la main sur les médias, on n'aura pas la main sur l'organisation du débat. Donc ça, c'est un problème à résoudre en amont, à mon avis. J'avais un point aussi que je voulais soulever, je ne sais pas si je vais m'en rappeler, avant de ne pas monopoliser la parole. Donc on va s'en arrêter là. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent réagir? Oui. Moi, je vais un tout petit peu rebondir, un petit peu sur le fait que, oui, les médias sont quand même très orientés, etc., Bolloré, blablabla. Et moi, je trouve ça, moi aussi, j'étais gilet jaune, donc le RIC, etc., ça m'intéresse aussi. Mais si on regarde aujourd'hui en Europe, là je vais formuler une peur, qui est aussi un peu factuelle quand même, toutes les montées des droites extrêmes, différentes droites autoritaires, etc., etc. Donc là je me dis, moi la 5e République ne me plaît pas, mais je serais pour qu'on change de constitution, etc., qu'on la modifie, je ne sais pas exactement. Mais le fait de la désinformation et de plein de choses me fait dire que si la masse vote des choses qui sont soit fascistes, soit je ne sais. Et là, je fais une petite parenthèse. Il n'y a pas très longtemps, il y a eu la diffusion, entre parenthèses, de la gestion de Robert Ménard à Béziers. Donc, où il disait, là c'est vraiment un exemple... ça fait un peu froid dans le dos quand même. Et par exemple, il y avait un petit moment où il disait on va interdire, si on fait voter la population, l'interdiction du voile dans la rue, etc. etc. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse et j'aimerais donc savoir, dans vous,
toute l'énergie que vous mettez pour les 2 propositions que vous avez dites, comment est-ce que ça vous interpelle si ces changements ou de constitution ou tout ça tombent dans les mains de ce qui, moi, me révulse et autres, de droite extrême, voire fasciste, etc. En fait, il faut, sur l'argent, sur les médias, l'argent, il y a 2 niveaux de réponse. En fait, il faut raisonner de manière comparative, c'est-à-dire qu'effectivement, le fait d'avoir, même en Suisse, le fait d'avoir de l'argent peut permettre d'influencer, on va dire, des campagnes référendaires. Mais en fait, l'argent dans notre système permet d'influencer considérablement. Enfin, l'argent a sa place aussi dans notre système, vous l'avez bien dit avec les médias. La campagne de Macron en 2017 ou 2022, c'est une campagne qui est largement financée. Donc, en fait, la question, c'est pas tant est-ce que l'argent a une place, c'est dans quel système il a le plus de place. Et il y a de bonnes raisons de penser que les systèmes où la démocratie représentative, parce que c'est beaucoup plus facile de corrompre une poignée de personnes au pouvoir, quand on a des moyens, que de corrompre des millions de personnes. On peut quand même influencer, on peut quand même peser dans les débats, mais à un moment donné, on a des travaux là-dessus, en fait, la démocratie représentative couplée à la démocratie directe est quand même moins sensible aux forces de l'argent que ne l'est la démocratie représentative seule. Après, il y a une question un peu d'ordre stratégique, c'est-à-dire que dites le RIC qui n'est pas suffisant, et en fait, on est bien d'accord avec ça, mais en fait, le truc, c'est qu'une réforme des médias, quelle réforme des médias et comment? C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, quand bien même vous avez une idée très très précise de ce que vous aimeriez voir dans la manière d'organiser les médias en France, quels moyens vous avez à disposition pour la mettre en place? Rien. Changer la Constitution. La Constitution, le Parlement. Ça serait des choses à mettre dans la Constitution. Oui, mais là aujourd'hui, quel outil vous avez, en fait, si ce n'est vous avez comme outil, le seul outil que vous avez, c'est de prendre le pouvoir. En fait. Prendre le pouvoir pour imposer les mesures que vous estimez. Pour changer la Constitution, là aujourd'hui. En fait, le truc, il est là, c'est que le RIC permet à chacun de pousser les propositions qu'il estime pertinentes à tout instant, et pas de systématiquement prendre le pouvoir pour imposer ce qui est tout ce qu'on essaye de... Mais pour le RIC, c'est pareil, il faut un vote... Oui, mais en fait, alors on revient sur la deuxième... à la réponse par rapport à la crainte que les extrêmes puissent s'emparer de ces outils. Effectivement, la philosophie de base de l'outil, c'est qu'il est accessible à tout le monde. Donc effectivement, et ça arrive, les partis on va dire, en Suisse, vous prenez la Suisse, on va dire l'équivalent du Rassemblement national qui est l'UDC, utilise régulièrement l'outil de votation pour faire passer des propositions qu'ils n'arrivent pas à faire passer autrement. Mais c'est vrai aussi pour les partis, pour tous les autres partis en fait. Et le fait qu'à un moment donné, une proposition puisse être, on va dire, poussée dans le débat public par ces outils-là, déjà ne garantit pas qu'elle passe, d'une part, parce que les gens peuvent avoir une opinion à un moment donné arrêtée sur un sujet à l'instant T, mais et qui sera peut-être sous le coup de l'émotion. C'est une crainte qui est très qui est légitime, mais qui est légitime au premier abord superficiellement, parce que quand on comprend la mécanique, ça se passe pas comme ça. C'est de se dire, en fait, il peut y avoir des réactions, il pourrait y avoir des votes sur des décisions qui sont prises sur des sujets à chaud, on va dire sous le coup de l'émotion, des décisions dramatiques, par référendum. En fait, ça présuppose que les référendums seraient une mécanique qui vraiment instantanée, c'est-à-dire que vous êtes devant votre... on va dire la crainte la plus classique, c'est le retour de la peine de mort, par exemple. Et en fait, on a cette image de, on va dire, la personne qui est devant sa télé et puis qui apprend le dernier, on va dire, meurtre horrible, voilà, et qui se dit, mais c'est pas possible, il faut rétablir la peine de mort, et paf, le lendemain, on aurait un référendum, et les gens, en fait, sous le coup de l'émotion, voteraient pour le rétablissement de la peine de mort. Et en fait, ça se passe pas du tout. En fait, la mécanique est très lente de référendum d'initiative citoyenne. C'est-à-dire que vous avez, entre le moment, déjà, vous avez le coup de chaud, vous dites qu'il faut rétablir la peine de mort. Bon, déjà, il va falloir rédiger une proposition de loi. Je vous coupe 10 secondes, je suis d'accord, mais il y a quand même des sujets que l'extrême droite laboure et traîne depuis des années, qui ne sont pas juste sur le coup de chaud. Voilà, donc
je comprends ce que vous dites, ok, mais il y a des sujets qui depuis très longtemps, qui sont travaillés. Donnez un exemple concret. Par rapport aux immigrés, par rapport au truc des OQTF, etc. Et tout. Il y a même si c'est ce qu'ils disent n'est pas forcément vrai, il y a quand même c'est leur fonds de commerce, sur certaines choses ne sont pas juste toutes nouvelles, quoi. Donc, et là, visiblement, il y a quand même, il y a plusieurs choses qui concourent à faire que ça pourrait ne pas juste être épidermique, parce que c'est déjà bien ancré, bien travaillé, bien élaboré depuis longtemps. Voilà, après, ce n'est que mon ressenti. Mais justement, la question, c'est toujours pareil, c'est comparatif. Est-ce que notre système actuel, avec justement la montée qu'on voit aujourd'hui des partis d'extrême droite, nous garantit plus que disposer des outils de démocratie directe, d'être à l'abri qu'effectivement les mesures que vous évoquez passent? Non, on n'a aucune garantie qu'un jour, avec notre système démocratique actuel, on n'en arrive pas aux mêmes choses. C'est-à-dire que les représentants décident de propositions qui, pour vous, vous semblent vraiment pas justes, en fait. Je ne pense pas que à la limite, ça me semble cohérent de penser que sur ces aspects-là, avec des outils de démocratie directe, ça pourrait être pareil, mais pas pire. J'ai pas d'argument qui me ferait dire que ce serait pire, et j'en ai plutôt qui me ferait dire que ce serait moins pire, mais on va dire... voilà, en fait, pourquoi... Qu'est-ce qui vous garantit aujourd'hui que notre système nous protège, entre guillemets, de ça, quoi? Je pensais juste que ça finirait d'exacerber toutes ces lois, entre guillemets, je vais employer un mot qui est quand même lourd, scélérate, quelque part, je trouve, parce qu'il y avait un moment où les lois scélérates, ça veut bien ce que ça veut dire. Mais je veux dire, si aujourd'hui ils appliquaient les dernières lois qui ont été depuis Macron, même avant, mais là, pour moi, ça exacerberait juste encore plus, c'est tout. Parce qu'on est dans un climat où tout est fait pour se détester. Mais après, stop, je ne veux pas mobiliser mon envie. J'ai une réponse. C'est des que j'ai projetées. Il y avait peut-être juste avant vous aviez, je crois, juste... je voulais faire juste deux réflexions, en fait. Alors moi, je pense qu'effectivement, le RIC, c'est pas suffisant et qu'il faut changer de constitution. Bon. Alors pour autant, il y a l'exemple du Chili. Chili, un mouvement social très très fort, très fortement réprimé, comme les Gilets jaunes ici. Mais derrière, donc, l'élection d'une assemblée constituante, massivement constituée donc, de gens de la frange progressiste, on va dire. Et donc, ils rédigent une constitution radicalement en rupture avec celle qui était en place, qui était celle de Pinochet en 1990. Et puis, le référendum, ils perdent. Voilà. Et donc, ça interpelle, effectivement, donc il y a un risque. C'est-à-dire, il y a un risque de demander une nouvelle constitution. Pour autant, moi, je pense qu'il faut la demander. Et par ailleurs, la constitution, on a évoqué la question des médias. Et on a évoqué aussi le TCE. Moi, je pense que les médias sont tout puissants. Pour autant, en 2005, la campagne, alors que tous les médias étaient pour l'approbation du TCE, et que la plupart des partis politiques et des dirigeants étaient pour, c'est quand même le non qui l'a emporté. Et donc ça pose la question, effectivement, tout à l'heure, ma première intervention, je parlais de démocratie directe et puis des périodes d'effervescence. Et tout dépend aussi si le peuple est vraiment en mouvement, en action. Et donc je pense que, parce qu'effectivement, si on reste passif, on perd. Et il y a un risque, effectivement, avec l'extrême droite. Pour autant, moi, je pense qu'il faut revendiquer donc, un changement de constitution, parce que celle-ci, elle n'est plus acceptable, et la plupart des institutions françaises, d'ailleurs. Et par ailleurs, il faut, effectivement, la démocratie représentative, elle n'est plus crédible. Elle est fortement contestée. Plus personne ne croit que ça suffit. Donc, effectivement, il faut aller vers une démocratie active, donc introduire de plus en plus d'éléments de démocratie directe pour changer radicalement. Il y a 20 ans, il y avait un mouvement qui s'appelait « Démocratiser radicalement la démocratie ». C'était notamment intéressé donc, à l'expérience de Portal. Il y avait... merci.